Les embarcations qui s'échouent en Méditerranée, les demandeurs d'asile dans les camps d'attente, des hommes ou des femmes reconduits manu militari à la frontière, l'actualité pose en permanence la question des migrations et du droit d'asile. Et la question autour de ce droit n'a pas cessé d'évoluer au gré des conflits, des mouvements de population, de l'influence des églises comme de la forme des empires et des États. Eh bien, c'est cette histoire que j'ai eu envie de vous raconter aujourd'hui. XIIIe siècle avant Jésus-Christ, voilà à peu près à quoi ressemblait l'environnement géopolitique de l'Égypte. Ce seraient sans doute les Égyptiens qui auraient, les premiers, pratiqué l'accueil des réfugiés, donc imaginé la notion d'asile. Le traité de Kadesh, conclu en 1280 avant Jésus-Christ entre Ramsès II, l'Égyptien, et Hattusil III, le roi des Hittites, prévoit, au terme des guerres engagées entre les deux camps, la protection puis le rapatriement des réfugiés du camp adverse. Le mot lui-même d'asile vient du grec asulon. Cela qualifiait alors un sanctuaire, un lieu à caractère religieux et inviolable. Les Grecs, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, auraient ainsi développé le droit d'asile en relation directe avec leurs pratiques religieuses. Le réfugié était placé sous la protection de leur dieu, hors d'atteinte des vengeances, dans des lieux respectés par tous. Ainsi, le temple de Poséidon, sur l'île de Paros, offrait un refuge aux personnes poursuivies par leurs ennemis. Et l'asile accordé était large, princes ou esclaves, délinquants ou assassins. D'ailleurs, dans le texte « Vie des hommes illustres », Plutarque fait ainsi allusion à cette pratique. Mais ce qui va permettre de passer de la pratique au principe, et à ce principe de devenir universel, ce sont les églises chrétiennes, car elles s'affirment protectrices de tous. L'asile est reconnu comme principe dès le concile réuni par Clovis à Orléans en 511. Et pourtant, cette tradition de protection, cette pratique religieuse de l'asile, est vue comme un obstacle à l'exercice d'un pouvoir absolu dès le développement d'une monarchie puissante. Le roi n'est plus disposé à partager cette prérogative avec l'Église, ni à supporter ce qu'il considère comme des entraves à sa justice. C'est d'ailleurs ce que confirme l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts, édictée sous le roi François Ier en 1539. Cette ordonnance, somme toute, c'est la fondation de l'État civil français, et elle supprime purement et simplement l'application du droit d'asile par l'Église dans le royaume de France, ce droit devant revenir à l'État. C'est donc vers le XVIe siècle que le concept devient séculier. L'asile n'est plus lié à un lieu sacré, mais à un territoire gouverné par un souverain. Et les conséquences directes des guerres de religion ne font évidemment que renforcer ce concept, cette fois laïque. Ensuite, la période de la Révolution française constitue évidemment une étape essentielle dans l'évolution du concept de droit d'asile. Car se pose alors en France la question de savoir ce que l'on doit faire de toutes ces populations, chassées par les guerres intra-européennes, qui fuient ce que l'on nomme les tyrannies et viennent chercher refuge en France. Doit-on les accueillir ? Comment les accueillir ? L'article 120 de la nouvelle Constitution française de 1793 affirme, je cite, « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour cause de la liberté ». Fin de citation. C'est bien dans ces principes et dans ces lignes que se situe l'idée d'une France, terre d'asile et patrie des droits de l'homme, première référence juridique du droit d'asile dans sa forme actuelle. On peut d'ailleurs rappeler que, dès l'époque post-révolutionnaire, les étrangers accueillis par la France pouvaient se faire élire comme députés de la nation, tel l'anglais Thomas Paine, partisan de l'indépendance des 13 colonies américaines, ou l'italien Giuseppe Garibaldi, figure historique de l'unité italienne, et qui est élu dans plusieurs départements français au cours de son exil hors de l'Italie. Alors un tel rappel historique prend évidemment une certaine saveur lorsqu'on se souvient que la France n'est toujours pas capable d'accorder ne serait-ce que le droit de vote aux étrangers vivant sur son sol depuis longtemps. C'est finalement sur ce socle d'idées, celle de l'obligation d'accorder l'asile politique et territorial à celui qui s'exile, que survient ce XXe siècle, au cours duquel vont avoir lieu les plus importants mouvements de population que le monde ait jamais connus. Jugez-en sur le seul territoire de l'Europe.
Au terme de la Première Guerre mondiale, qui voit la fin de deux grands empires multiethniques, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, les populations font l'objet de déplacements forcés. Les Arméniens fuient la Turquie par dizaines de milliers après le génocide, et ils sont accueillis dans toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis. Un très grand nombre de Russes, on les nomme les Russes blancs, fuient la révolution bolchevique de 1917 et trouvent asile en Allemagne, en France, aux États-Unis. La Société des Nations lance plusieurs commissions pour tenter de régler la question de l'identité des demandeurs d'asile russes ou arméniens, qui sont alors dépourvus de nationalité. Dans les années 20, l'accession de Mussolini au pouvoir en Italie condamne de nombreux Italiens à l'exil, qui partent majoritairement pour la France et pour les États-Unis. En 1933, après l'accession du parti nazi au pouvoir à Berlin, de nombreux Allemands, juifs et non-juifs, quittent leur propre pays. Et plus au sud, de nombreux Espagnols républicains quittent eux aussi leur pays lors de la guerre d'Espagne, après la victoire franquiste. Et le mouvement va encore s'amplifier pendant et après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est alors confrontée à un défi humanitaire d'une très grande ampleur. En 1945, à la fin de la guerre, il y a environ 40 millions de personnes déplacées ou réfugiées qui attendent d'être rapatriées ou accueillies. C'est cette nécessité de gérer ces mouvements de population au niveau international qui va donner naissance en 1950 au HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, puis à la Convention de Genève de 1951 relative au statut du réfugié. Finalement, les déplacements de population et les demandes d'asile qui en sont la conséquence sont toujours la traduction d'événements militaires ou politiques. Après le soulèvement pro-démocratique de Budapest réprimé militairement par l'Union soviétique, quelques 200 000 Hongrois fuient leur propre pays en 1956. Même mouvement 12 ans plus tard. Plusieurs milliers de Tchécoslovaques quittent leur pays après l'occupation par l'armée soviétique. En Asie du Sud-Est, entre 1963 et 1973, la guerre pousse des centaines de milliers d'hommes et de femmes à quitter leur pays, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Dans les années 80, les changements géopolitiques semblent se multiplier, entraînant chaque fois des départs et des demandes d'asile. En 1979, avec la révolution islamique en Iran, environ 250 000 Iraniens s'adressent au HCR pour demander l'asile au Pakistan ou en Turquie. Et d'autres le trouvent en Europe occidentale et aux États-Unis. Décembre de la même année, l'intervention soviétique en Afghanistan pousse progressivement des millions d'Afghans vers le Pakistan et vers l'Iran. Sur le continent africain, maintenant, les famines, mais surtout les guerres civiles, comme au Soudan, poussent des millions de personnes hors de leur propre pays. Alors rappelons pour conclure que c'est finalement très récemment, et cette fois en Europe, que la pratique du droit d'asile va évoluer à nouveau. La chute du mur de Berlin en novembre 1989, les nouvelles guerres dans les Balkans à partir de 1992 créent des mouvements de réfugiés qui font prendre conscience aux gouvernements d'Europe occidentale qu'ils sont concernés par ces déplacements forcés qui se produisent si proches de leurs frontières. Voilà, une telle liste historique pourrait bien sûr se poursuivre afin de renforcer la démonstration. Bien sûr, elle n'a rien d'exhaustif. Alors même si la notion de droit d'asile n'a plus rien à voir avec l'asile ecclésiastique du Moyen Âge, on constate que les églises jouent encore largement un rôle dans la protection et le soutien aux demandeurs d'asile. En Allemagne, elles sont très présentes dans l'accompagnement des réfugiés. Et en France, on peut rappeler le devoir d'accueil mis en avant par les églises à de nombreuses reprises. Voilà, j'ai voulu vous montrer par ces rappels que les mouvements de population, les migrations, les passages de frontières et les demandes d'asile sont des phénomènes constants, et c'est finalement leur acceptation partielle qui façonne, on le voit en parcourant l'histoire, ce qui s'appelle une nation. Sur cette question à la fois importante et juridique, vous pouvez lire utilement le Que sais-je sur le droit d'asile de Anicet Leporce aux éditions PUF, et puis de Jérôme Valuy, Le grand retournement du droit d'asile aux éditions du Croquant,
Et puis je vous signale l'exposition À chacun ses étrangers, France-Allemagne, 1871-2008, organisée par la Cité de l'Histoire de l'Immigration, et elle sera à Berlin à partir d'octobre 2009. Et puis le Dessous des cartes consacre tout un DVD aux migrations. Il est édité en mai 2009 et c'est chez Arte Éditions.